Bon, salut à tous. Vlog audio à l'arrache sur les élections européennes. Alors là, comme en ce moment je suis le critérium du Dauphiné, comme je, euh, comme je continue à écrire des choses et comme je veux me conserver du temps pour sortir me promener, bah du coup j'ai pas trop eu le temps d'en parler avant, du coup bah, je vais le faire juste la veille un peu à l'arrache comme ça. De toute manière, les élections européennes, alors c'est pas les élections présidentielles, hein, les élections européennes, alors c'est voter pour les députés d'un Parlement européen qui a des pouvoirs limités. Pour rappel, alors les parlementaires européens, alors ils peuvent poser des amendements, ils peuvent refuser de voter des lois, mais ils ne peuvent pas en proposer eux-mêmes. Ils n'ont pas l'initiative législative. Ce qu'il faut que vous vous rentriez dans la tête déjà, c'est que le Parlement européen, il a moins de pouvoir que le Parlement français. Le Parlement européen a moins de pouvoir que celui de la République crypto-bonapartiste, crypto-monarchiste qu'il y a actuellement en France, la Cinquième République. Cinquième République, c'est un régime présidentiel, hein, on est plutôt sur un régime présidentiel, et pourtant le Parlement national a davantage de pouvoir que le Parlement de l'Union européenne. Voilà. L'utilité de ces élections est assez limitée. Et quitte à voter, eh bien, autant voter pour une petite liste. Parce que bon, il y a 38 listes en tout. Pour les petites listes, les bulletins ne sont pas disponibles. Il faudra. Enfin, les bulletins ne sont pas disponibles dans les prospectus distribués ou au bureau de vote. Il faut les imprimer sur Internet. Les petites listes feront probablement un score ridicule, mais on s'en fout. Là n'est pas la question. J'ai lu les professions de foi un peu à la va-vite parce que de toute manière, il y a beaucoup de promesses qui ne relèvent pas des compétences du Parlement européen ou qui sont contraires aux traités. Je vais... attendez, je vais ressortir mes papiers là. Ouais, alors. Ah, la liste de la France insoumise. Bon, France insoumise, ils ont fait beaucoup de communication sur Gaza en ce moment. Alors bon, moi j'ai aussi un petit peu parlé de ce j'ai aussi un peu parlé de ce qui se passe là en Palestine sur ma chaîne, mais de là à, de là à faire autant de communication par rapport aux élections européennes, ça n'a pas trop de sens. Alors, la France insoumise, eux, ils parlent d'imposer le cessez-le-feu. Enfin, la France insoumise, elle parle d'imposer le cessez-le-feu à Gaza et de construire la paix en Ukraine. Sauf que ça, c'est pas du tout les compétences de l'Union européenne. Et même la France, en tant que telle, n'est pas en mesure de faire ça. Il n'a pas vraiment à faire ça. Ces, ces conflits-là, les forces en présence, elles comptent s'affronter. Du côté israélien, ils comptent détruire le Hamas, quitte à détruire Gaza avec. La Russie compte envahir l'Ukraine. Alors, c'est pas quelques députés européens, la France insoumise, qui iront imposer le cessez-le-feu à Gaza et construire la paix en Ukraine. Faut arrêter de déconner. Eux, ils veulent passer au 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050. Alors, toujours anti-nucléaire, hein, même si... Alors, ils disent pas sortir du nucléaire précisément, peut-être parce qu'ils sentent que ça commence à ne plus être vraiment tenable, mais c'est ridicule. Eux, ils veulent taxer les super profits en créant. Eux, ils veulent taxer les super profits et créer un impôt sur la fortune européen. Alors,
C'est pas mauvais en tant que tel, mais est-ce que c'est applicable dans le cadre de l'UE? Euh, Pas vraiment. Pour taxer les super profits des entreprises, si on le fait uniquement à échelle européenne, ça reviendrait à désavantager les entreprises européennes par rapport aux entreprises en dehors de l'UE, alors même que l'UE défend le libre-échange avec les pays tiers. Du coup, c'est du suicide idiot. Ou alors, faut le faire pour toutes les entreprises. Mais dans ce cas, il faudrait mettre en place des taxes compensatoires et des politiques protectionnistes pour toutes les entreprises qui sont sur place et pour essayer de contrer un peu les délocalisations, sauf que protectionniste, c'est pas vraiment compatible avec les traités européens. Ils parlent de sortir des accords de libre-échange, mais ils parlent pas de sortir de l'UE, qui prône le libre-échange. Bref, c'est toujours des guignols. Bref, j'ai sorti cette liste parce que c'est la première qui m'est tombée sous la main. Bon, on va sortir la liste du RN aussi. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ouais, j'ai rangé tous les petits papiers, mais comme il y en a dans l'ordre, mais comme il y en a beaucoup, je me perds un peu dedans aussi. Alors, eux, ils veulent le contrôle des frontières, l'expulsion des clandestins, l'expulsion des délinquants et des islamistes étrangers. Alors, sur le fond, je suis d'accord, mais est-ce que c'est compatible avec l'UE? L'UE impose un espace de type Schengen. S'ils veulent en sortir, parce qu'il faut sortir de Schengen pour appliquer ce genre de programme, euh, il faudrait sortir de l'UE, mais ils veulent pas sortir de l'UE, c'est des guignols. Ils veulent la priorité aux entreprises françaises dans la commande publique, mais est-ce que c'est compatible avec les traités européens, ça? Je suis pas trop sûr. Parce que voilà, le RN, ils veulent plus sortir de l'UE, enfin, ils ont jamais vraiment voulu sortir de l'UE, mais à un moment, ça pouvait être une possibilité. Ils veulent plus sortir de l'UE, ils veulent plus sortir de l'euro, ils veulent plus sortir de l'OTAN, puis Schengen. Schengen, je sais même plus s'ils veulent en sortir. Ah, eux, ils veulent la baisse des factures d'électricité et le refus de tout nouvel impôt européen. Alors, baisse des factures d'électricité, quand on reste dans le cadre de l'UE avec la connerie de marché européen qui va avec, ça va pas se faire. Le RN, c'est une farce. Ouais, alors je parle beaucoup. Alors je parle beaucoup de l'Union européenne parce que là, parce que l'élection, bah, c'est les élections européennes. Bref, là j'ai juste lu des trucs au hasard, mais alors on va pas. Ouais, j'ai pris deux listes là, FI et RN, bon, celle qui me venait à l'idée. On va pas lire les trucs de toutes les listes, sinon on va y passer 3 heures et c'est pas mon but parce que de toute manière j'ai pas le temps de faire ça. Ce qu'on va faire, alors on va aller sur la liste des 38 listes et je vais rapidement vous dire mon avis là-dessus. Bon, alors on va commencer dans l'ordre. La première, c'est pour une humanité souveraine. Alors j'ai lu, c'est une liste qui fait un peu souverainiste, inclusive, etc. Très vague dans le programme, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, ça vaut toujours mieux que les horreurs qu'on a au pouvoir. La deuxième liste, c'est pour une démocratie réelle, décidons nous-mêmes. Alors ça, c'est une liste qui prône la démocratie directe. Honnêtement, c'est assez intéressant l'aspect critique du système représentatif et défense d'une forme de démocratie
qui correspondent vraiment au terme, à l'étymologie du terme. Quelque chose qui fasse correspondre l'étymologie du terme avec la manière dont ça s'incarne en pratique. Je suis d'accord, hein, le principe de démocratie directe, je me suis rapproché de ça au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure des années, j'ai pris la mesure des limites du modèle représentatif et je me suis rapproché de quelque chose de plus direct. Donc pourquoi pas? Mais après, on peut pas centrer le programme uniquement là-dessus. Démocratie directe, je suis d'accord, mais pour quel programme à côté de ça? Parce que la démocratie directe, c'est relatif aux institutions, donc à la superstructure. Il faut plutôt parler de l'infrastructure avec donc des rapports sociaux, notamment des rapports économiques. S'en réduire aux institutions, c'est un peu superficiel, quoi. Ensuite, alors, c'est la liste La France fière menée par Marion Maréchal et soutenue par Éric Zemmour. Bon, alors, c'est c'est vraiment un des pires dans la guignolerie, quoi. Parce que Reconquête, c'est quoi? Reconquête, Reconquête, c'est du sarko-maigretisme. Zemmour, c'est la fusion de Sarkozy et de Maigret. Maigret, c'était un type du FN qui était en dissension avec le menhir, avec Jean-Marie Le Pen, il y a 20 ans. Maigret, c'était un type qui prônait une alliance avec la droite de gouvernement, mais avec prédominance du pôle identitaire. Bon, il avait fini exclu. Et Zemmour, d'une certaine manière, c'est un peu un retour de Maigret avec un petit peu de Sarkozy. Parce que c'est complètement ça. Zemmour, alors sarko-maigretisme, parce que c'est un recyclage de la vieille droite affairiste, bling bling, avec davantage d'identitaire pour essayer de renouveler l'emballage. Parce que Zemmour, il est soutenu par Bolloré, et Bolloré, c'est un type qui auparavant il soutenait la droite affairiste, hein, Sarkozy, Fillon. Et à un moment, Bolloré, il a senti que LR, c'était mort, que LR était en perte de vitesse. Du coup, il a décidé de tout miser sur un chien-chien qui lui est redevable, Zemmour, et de créer un parti autour de lui, un parti qui permette de recycler la droite affairiste avec un vernis identitaire qui permette de renouveler le pactage. Mais au fond, le programme économique, c'est c'est du néolibéralisme. Le cœur du programme de reconquête, c'est du néolibéralisme, limite encore pire que celui de Macron. Dans la lignée de la droite affairiste de Sarkozy, Fillon, bah ensuite il y a Zemmour. La différence, c'est que Zemmour est un peu plus identitaire, mais au fond, ça change pas grand-chose. Et il faut noter que Zemmour, il n'a pas toujours été comme ça. Moi, je me rappelle d'un Zemmour qui, en 2017 ou 2018, prônait la sortie de l'euro, prônait une alliance entre la droite gaulo-bonapartiste et la gauche nationale souverainiste. Bon, bah aujourd'hui, il prône l'union des droites. Il a renoncé à la sortie de l'euro, il veut plus sortir de l'UE, l'OTAN non plus, tout ça c'est abandonné. Voilà, dès que Zemmour s'est retrouvé à être candidat pour la présidentielle, il y a 2 ans, Bolloré il lui a tapé gentiment sur les doigts, il lui a dit que tout ça c'était bien beau, mais maintenant c'est fini, il faut passer aux choses sérieuses, entre guillemets, c'est-à-dire à la défense bec et ongle du programme socio-économique de la bourgeoisie, avec simplement une version plus conservatrice, voire un peu riac, parce que Bolloré, lui, le néolibéralisme, il le défend, hein. Il défend le néolibéralisme, il n'est pas en désaccord avec Macron là-dessus. Ce que Bolloré aime pas, c'est que ça soit pas assez conservateur, qui ait pas d'aspect conservateur et même un peu réac. Voilà. Bref, Reconquête, c'est de la bouse, c'est de la merde en barre. Hop. Ensuite, la France insoumise, Union populaire. Bon, alors, ces derniers temps, ils n'ont pas arrêté de communiquer sur Gaza alors que c'est pas tellement en rapport avec les élections européennes.
Ils veulent mettre Rima Hassan au Parlement européen. Alors, qu'est-ce qu'elle foutrait, Rima Hassan, au Parlement européen? Alors, servir de tribune par rapport à la Palestine, etc. Mais le Parlement européen, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur endroit pour ça. Parlement européen, c'est plutôt l'endroit où on met des copains du parti pour les placer au chaud, quoi. C'est pas tellement un endroit dont on sert comme tribune pour la Palestine. Je vois pas trop le rapport avec la Palestine, j'ai un petit peu de mal, quoi. Quand Farage était député européen, il s'en servait comme tribune pour le Brexit, alors ça a du sens. Utiliser ces institutions pour faire tribune pour leur sortie, bon, pour le coup, entre Brexit et Union européenne, on voit le rapport. Mais après, Rima Hassan, je sais pas trop ce qu'elle pourrait y foutre, quoi. Ce qui anime Rima Hassan, c'est elle veut un État binational en Palestine, trouver une solution contre l'oppression israélienne, mais je sais pas trop ce qu'elle fout au Parlement européen, je sais pas trop en quoi ça pourrait aider. Ah, et plus fondamentalement par rapport à la FI, c'est des SOCDEM. La FI, alors sur un programme socio-économique, bah, il y a des choses un peu intéressantes, hein, mais ça reste SOCDEM, ça reste mollement réformiste. Faut arrêter de s'en remettre aux réformistes, quoi. Il y en a qui disent, oui, mais vous, votre révolution, c'est bien beau, mais elle vient jamais. Le seul espoir qu'on a à l'instant présent, c'est de voter réformiste. Sauf que quand les réformistes, ils viennent au pouvoir, soit ils trahissent, ou alors, dans le cas où ils trahiraient pas, ils sont renversés. Et ils se retrouvent pris au dépourvu parce qu'en tant que réformistes, ils ne sont pas préparés à la révolution et à la guerre de classe. Bref, ils sont pas révolutionnaires, ils sont même pas anticapitalistes, c'est juste des SOCDEM. Du coup, j'y crois pas. Non, je vais pas voter pour eux. Ensuite, alors la France revient avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Alors, le RN, c'est une farce. Le RN, c'est une farce. Ils sont compatibles avec la bourgeoisie, le capitalisme et le néolibéralisme, hein. Marine Le Pen, si elle était présidente, elle ferait une Mélanie, hein. Voilà. À un moment, ils parlaient de sortie de l'euro et ils ont bazardé ça. Schengen, ils veulent plus vraiment en sortir. L'OTAN, j'ai plus vraiment l'impression qu'ils veulent aussi en sortir. Enfin, je crois qu'ils voulaient encore en 2022, mais là, on n'en entend plus trop parler. Bardella, alors lui, dans les institutions européennes, il est surnommé Bardépala. Et le truc, c'est qu'ils sont à plus de 30% dans les sondages. Après, pourquoi est-ce qu'ils sont à plus de 30%? C'est parce que la population en a tellement marre de l'insécurité, de l'immigration et de ses effets délétères que ils sont prêts à voter RN, même si le RN est une farce, quoi. Mais moi, honnêtement, bon, je suis politisé, j'ai vécu dans des conditions qui m'ont permis d'être politisé à ce niveau-là. Je vais pas voter pour une farce. Ils sont pas révolutionnaires, ils sont pas anticapitalistes, ils sont même pas souverainistes, ni même nationalistes, hein, alors, je vais le dire clairement, le RN, c'est le retour du RPR des années 80. Voilà, je le dis. C'est le retour du RPR des années 80, d'il y a 40 ans. Autant l'AFI peut avoir des ressemblances avec le PS des années 80 avant la trahison, mais il y a aussi des différences. En ce que le PS, pour arriver au pouvoir, il s'était technocratisé à donf. Et ça s'est rapidement senti, avec le tournant de la rigueur. La France insoumise, il y a du sectarisme en interne. Alors ouais, beaucoup de sectarisme. J'y reviens là-dessus parce que je me rends compte que je l'ai oublié. L'AFI, il n'y a pas de démocratie interne.
C'est pour ça qu'il y a des raisons c'est pour ça qu'il y a des raisons légitimes de s'inquiéter de ce qu'il ferait au pouvoir. Si la FI ne pratique pas la démocratie en interne, parce qu'il n'y a pas de démocratie en interne, c'est des rapports de force, de la violence dans les rapports internes, du sectarisme, une ambiance assez délétère. Si jamais c'est comme ça à l'intérieur, qu'est-ce que ça serait s'ils étaient au pouvoir? Comment est-ce que ça peut être sectaire? Enfin, comment est-ce qu'un parti qui fonctionne de façon sectaire et antidémocratique en interne peut-il espérer instaurer une sixième république davantage démocratique si c'est au pouvoir? Comment peut-on attendre d'un tel parti qu'il favorise la démocratie au pouvoir? Bref, je pense que je reviendrai encore sur la FI là, mais bon, finissons sur le RN. Le RN, alors ouais, ça ressemble beaucoup au RPR. Le pseudo-discours social souverainiste qu'il tenait la décennie précédente et qu'ils abandonnent ensuite quand le pouvoir se rapproche à nouveau. On se rappelle du RPR des années 70 avec l'appel de Cochin versus le RPR des années 80, où quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, ils ont reviré libéral très sec. Le RPR des années 70 avec Chirac, qui se réclamait d'une troisième voie, d'une social-démocratie à la française, il s'opposait à l'UE. Finalement, ça s'est rallié à l'UE, ça a fait du néolibéralisme. Bref, c'est de la marne. Enfin, c'est du caca. Euh, le RN, il y a un peu de ça aussi. Alors, les affaires de corruption, il y en a au RN, à mon avis, mais je sais pas si c'est allé jusqu'au niveau du RPR, parce que bon, le RPR, puis plus tard, l'UMP, c'était vraiment des affaires dans les affaires dans les affaires. En fait, l'UMP, c'était tellement d'affaires de corruption ou autre que ça formait une sorte d'écheveau et ça compliquait les enquêtes. Il y avait tellement d'affaires qui étaient imbriquées les unes dans les autres que ça, ça a beaucoup ralenti les enquêtes. Comme quoi, en fait, mélanger plusieurs affaires ensemble, ça favorise davantage ceux qui les causent qu'une seule affaire séparée. Bref. Ensuite, Europe Écologie. Ah, ça, c'est les escrolos. Antinucléaire dogmatique, fédéraliste européen, alors que l'Union européenne, qui verrouille sur un modèle capitaliste néolibéral libre-échangiste, c'est absolument contraire à l'écologie. ELV, ça oscille entre une ligne d'écologie de marché à la Jadot et une ligne wokiste opportuniste à la Sardine Ruisseau ou Alice Coffin. Alors oui, pourquoi opportuniste? Parce que bon, Sardine Ruisseau, c'est beaucoup de déclarations choc pour essayer de rameuter les bobos et se positionner en opposition à la droite. Mais derrière, bon, sur un plan socio-économique, alors vu que c'est des fédéralistes européens à donf et qui sortent toujours ces conneries d'Europe sociale, d'autres Europe, qu'on nous sort depuis des décennies qui sont jamais arrivées parce que c'est incompatible avec le projet lui-même d'Union européenne, on va pas s'en sortir. Le LV, c'est des escrocs. Jadot qui prétendait il y a plusieurs années que le nucléaire n'était pas pilotable. Alors bon, ça c'est un mensonge éhonté. Ces gens, c'est pas des écolos, c'est des guignols. Donc non, pas de LV pour moi. Ensuite, alors, la liste Free Palestine. Alors, c'est l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français, qui sont des fréristes soft entre guillemets sous couverture. Bon, par rapport aux liens avec les frères musulmans et quelques liens avec l'islamisme, je vais clairement pas soutenir ça.
Ils essaient de faire communication sur la Palestine, mais ils essaient de faire une liste sur le sujet de la Palestine. Mais vu que la France insoumise a un peu préempté ça, ça va être dur pour eux de faire un score. Ouais, je vais clairement pas voter pour ce truc, mais bon, j'en parle pas trop parce que c'est une petite liste qui fera un micro-score. D'une certaine manière, tant mieux. Ensuite, alors le parti animaliste. Les animaux comptent. Votre voix aussi. Alors, parti animaliste, faire une liste basée là-dessus, alors bon, moi j'irai pas voter pour ça parce que la question des animaux c'est une question parmi d'autres, mais ce n'est pas la question centrale, quoi. Du coup, j'irai pas voter pour une formation qui se cantonne sur un discours périphérique. Après, alors, il faut quand même préciser, je fais une petite pause là, je reviens parce qu'il y a le chat. Bon, alors je reviens, non, c'était pas le chat, mais euh, après, disons que le fait qu'une liste comme ça se présente, ça reste intéressant parce que ça apporte une voix particulière sur une question particulière et ça participe au débat démocratique. Parce que voilà, quand on présente une liste aux élections, c'est pas forcément pour être élu. Ça peut aussi être pour se servir des élections comme tribune pour nos idées. Le fait de servir des élections comme tribune pour nos idées, pour rappel, c'est un des principes du parlementarisme révolutionnaire. Du coup, je trouve quand même ça bien qu'ils présentent une liste, même si j'irai pas voter pour eux parce que c'est un sujet périphérique. Mais ça reste intéressant. Alors ensuite, le Parti révolutionnaire communiste. C'est un des partis pour lequel j'hésite à voter parce que communiste, parce que anticapitaliste du coup, et parce que un peu souverainiste aussi, ils sont contre l'UE, l'euro et l'OTAN. Moi, clairement, euh, Moi, clairement, par rapport aux élections européennes, j'ai décidé de voter pour une liste communiste et un peu souverainiste. Donc il y a eux. Alors après, il y a l'aspect un peu tanky qui me gêne un peu, mais après, à côté, il n'y a pas tellement d'autres choix. J'y reviendrai plus tard. Le Parti Pirate, alors, petite formation, alors, qui se réclame d'une d'une démocratie un peu liquide, cyberdémocratie de ce que je lis, et un peu d'écologie. Mais de ce que j'ai vu, ils étaient un peu fédéralistes. Donc c'est un peu de l'incohérence, quoi. Un peu toujours pareil. Ah, alors, la liste suivante. Besoin d'Europe. Alors ça, c'est la liste de la Macronie hein, et du l'UDI, donc avec la cruche qui leur sert de tête de liste. Macron se plaignait récemment que oui, je devais tout faire dans cette élection. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il choisit des incompétents pour la liste? Il se plaint de devoir tout faire, mais il choisit des incompétents en même temps. Quel guignol! Bon, alors, probablement, c'est que Macron, pour pouvoir briller, il choisit exprès des gens médiocres. Mais franchement, d'un point de vue électoral, je pense pas que ce soit intéressant. Alors, c'est où leur liste? Ah, ah voilà, voilà, avec sa tête de cruche qui sourit. Alors, quelque chose qui est drôle avec Valérie Hayé, elle s'est faite piéger par des néo-nazis qui se sont pris en photo avec elle, et du coup, elle s'est un peu retrouvée dans la sauce comme ça. Alors, pour le coup, c'est vraiment un peu con de sa part, parce que l'un des néo-nazis en question, il portait un t-shirt avec écrit The White Race, en gros, traduction en anglais, la race blanche, entre guillemets. Elle aurait dû se rendre compte que c'était un peu craignos pour s'afficher en photo avec eux. Mais elle l'a fait. C'est ridicule.
Bon, alors ça parle de faire de l'Europe une puissance forte, sûre et indépendante, qui lutte à armes égales avec les grandes puissances. Alors, toujours, au-delà de l'aspect réaliste de la question, il y a beaucoup trop de divergences dans l'UE pour que ça se réalise. Il y a l'aspect, oui, Europe puissance qui lutte à armes égales avec les autres puissances. Voilà, c'est une logique de confrontation inter-impérialiste. Et là, on se rend compte de l'autre, de l'ânerie de leur part. Ce qui est important actuellement, c'est pas de faire la guéguerre avec les autres grandes puissances pour récolter la part du lion des profits mondiaux. Ce qu'il faut faire là, c'est renverser le capitalisme pour avoir enfin un modèle de société vivable et durable. Bon, bien évidemment, c'est des macronistes, du coup, ils vont clairement pas vouloir renverser le capitalisme, ils vont essayer de le défendre. Ils veulent un plan Jacques Delors. Alors, la référence à Jacques Delors, ça veut tout dire. En Marche, c'est la réunion du centre-gauche et du centre-droit, européistes, néolibéraux et du coup capitalistes. C'est la réunion de ça et c'est la réunion de tout ce, la réunion de ce qu'on s'est payé depuis des décennies et qui nous ont foutu dans la merde actuelle, quoi. C'est une horreur. Liste numéro 12. PACE. Parti des citoyens européens pour l'armée européenne, pour l'Europe sociale, pour la planète. Ouais, bon, ça a l'air d'être une petite liste écolo-fédéraliste un peu guignolesque. Petite liste, je vais pas trop m'en préoccuper, mais bon, si c'est fédéraliste, ah, il se réclame de la social-démocratie. Ouais, social-démocratie en étant fédéraliste européen, c'est vachement réaliste tout ça. Equinox, écologie pratique et renouveau démocratique. Alors eux, c'est une liste écologiste, alors cette fois qui est pro-nucléaire, donc moins guignolesque que ELV, mais ça reste un peu des fédéralistes, quoi. C'est pas des guignols comme ELV, j'ai vite fait regarder le programme, ça va pas aussi loin dans leur délire, mais ça reste un peu fédéraliste, donc pas très ouf. Attendez, je vais juste rapidement vérifier. Equinox. Alors, le programme. Je suis en train de. Je suis en train de regarder vite fait le programme là, je suis en train d'ouvrir les fenêtres. Euh, Ah! Alors, quand même, du côté d'Equinox, ils sortent quand même des trucs qui sont un peu questionnables. Ils proposent de doter chaque Européen d'un compte carbone avec un même montant, correspondant à un droit à émettre des gaz à effet de serre. Ce montant diminuera progressivement d'année en année afin de respecter les engagements climatiques de l'UE. Un compte carbone pour énergie domestique et les transports. Alors, ça, ce truc, c'est une horreur parce que ça va pénaliser les campagnes. Alors eux, ils disent que les personnes qui dépassent le montant alloué en termes de compte carbone, c'est généralement celles qui ont les revenus les plus élevés. Sauf que pas forcément. Les prolos pauvres qui vivent en banlieue ou dans les campagnes, qui doivent beaucoup utiliser la bagnole pour leur trajet quotidien, ils vont être pénalisés par ce truc, alors qu'ils sont pauvres. Le même montant pour tout le monde, c'est une forme d'égalitarisme abstrait et hors sol. C'est franchement une nouvelle idée. Alors ouais, ça reste un parti un peu bobo. Mini parti, certes, mais ouais, je me rappelle de ça, ça m'a choqué ce truc. C'est l'histoire de compte carbone, c'est or.
Après, ils parlent d'investir dans le réseau ferré, de sortir du fossile. Là, pour le coup, je suis d'accord avec ça. Euh, je regarde à la va-vite, hein, je vais pas tout regarder. Il, euh, Harmonisation de toutes les règles en Europe, ouais, mais bon, ça c'est toujours un peu irréaliste. Euh, il reste fédéraliste, hein. Tout en voulant tout en voulant faire du protectionnisme, ils veulent faire du protectionnisme de relocalisation, mais c'est incompatible avec les traités de l'UE. Bref, oh, je vais m'arrêter là, j'ai pas le temps, je dois passer aux autres listes. Après, ils sont pro-nucléaires. Ils sont pro-nucléaires, donc c'est pas la guignolerie ELV. Ensuite, liste Asselineau-Frexit pour le pouvoir d'achat et pour la paix. Donc la liste de l'UPR. Alors, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en 2017, de 2017 à 2019, aux élections du moment, j'avais voté pour eux quand c'était possible. Parce que voilà, avant de me rapprocher du communisme, j'étais simplement souverainiste. Alors d'un côté, l'aspect souverainiste, l'aspect conséquemment anti-UE, c'est-à-dire opposé à l'Union européenne, à l'euro, à l'OTAN, volonté d'en sortir vraiment à fond, là, ça m'avait séduit comme idée, et je défends toujours ce genre d'idée. Sauf que bon, leur proposition de vouloir une sorte de nouveau CNR un peu donc souverainiste et mollement sogdem, c'est pas adapté aux enjeux du moment. Le souverainisme, il en faut, mais pense limitant à être seulement sogdem. Ça, c'est plus possible à l'heure actuelle. Le capitalisme ne doit plus être simplement réaménagé, il doit être renversé. Euh, Parce qu'il nous mène dans le mur. La social-démocratie, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur l'impérialisme et la croissance. Euh, surtout la croissance. L'impérialisme, ça n'est pas acceptable et la croissance, c'est fini. On peut plus. Ça c'est la critique générale. Ensuite, alors, par rapport à ce qu'a fait Asselineau en interne, faut quand même rappeler que Asselineau, il avait fait preuve d'opportunisme sur la question du Covid. Et il faut rappeler surtout qu'il a été accusé de harcèlement et d'agression sexuelle en interne, et le type, il ose ensuite continuer à se présenter. Ça, c'est quelque chose qui est impardonnable. Je peux pas voter pour un type qui a des affaires de harcèlement, d'agression sexuelle au cul, qui a contourné la démocratie interne du parti pour se faire réélire malgré une liste concurrente. La liste concurrente dont les membres ont ensuite scissionné, ont ensuite quitté le parti. Et avec eux, donc il y a beaucoup de militants qui se sont barrés. Cette liste concurrente, ça rassemblait un peu tous les cadres compétents. Zaman Zidouane, Charles-Henri Gallois, Vincent Brousseau qui depuis est décédé du Covid, hélas. C'est cette liste concurrente, là, on va en reparler plus tard. Ensuite, la liste paix et décroissance. Alors, c'est une liste écolo décroissante. Alors moi, la décroissance, je suis d'accord avec ça. Ils sont assez hostiles à l'UE aussi, mais leur vision de l'écologie, il y a un fond un petit peu réac là-dedans, dans un aspect un peu qui prône un petit peu un éloignement des techniques. Ça parle de biorégion, etc. C'est un peu bizarre.
La liste numéro 17, alors pour une autre Europe, la Fédération citoyenne. Alors, c'est quoi ce truc, Fédération citoyenne? Je sais même pas si j'ai vérifié ça. Euh, Ils se présentent aux élections européennes, mais il n'y a aucune communication sur leur site. Enfin, j'en vois pas. Ah, c'est peut-être une liste un peu souverainiste, démocratie directe, mais bon, pas frontalement anticapitaliste, donc il y a à nouveau les mêmes limites. Ensuite, la droite pour faire entendre la voix de la France en Europe. Donc ça, c'est la liste de LR. Alors, LR, c'est la vieille droite, catho-bourge, molle, vendue au capital, qui a une grande part de responsabilité dans là où on en est actuellement. Je vois que LR est considéré comme gaulliste sur Wikipédia. Alors c'est faux, ils ne sont plus gaullistes hein, depuis longtemps. Ça fait longtemps que le gaullisme a disparu du grand parti de la droite française. Ils n'ont plus rien de gaulliste. Il y a toujours du conservatisme, mais à côté, ils sont d'abord néolibéraux. Hein, et ils descendent de l'orléanisme. Hein, il n'y a plus rien de gaulliste. Faut arrêter de déconner. Bon, LR, c'est un parti qui va lentement mourir parce que leur électorat s'est fait vampiriser par En Marche. Puis comme ils n'ont pas grand-chose de nouveau à proposer, ils vont tout doucement crever, finir par se faire satelliser par je ne sais qui. Bref, on va voir. Ensuite, lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Alors lutte ouvrière, j'aurais pu voter pour eux s'il n'y avait pas autre chose. Parce que bon, communistes, anticapitalistes, révolutionnaires, mais ils sont un peu trop antinationaux, quoi. Et en mode, oui, liberté de circulation, d'installation pour les migrants, et ils prennent pas en compte la question de l'Union européenne. Du coup, voilà, quand il faut choisir entre des communistes, je préfère ceux qui sont un peu souverainistes quand même, mais eux ne le sont pas, c'est dommage. Ensuite, changer l'Europe. Nouvelle donne et allons enfants. Allons enfants, c'était la formation jeuniste guignolesque que j'avais vue à, c'était je sais plus quel moment, est-ce qu'ils étaient déjà là il y a 5 ans, je crois. Bon, c'est une liste centre-gauche molle, européiste, pas grand-chose intéressant. Liste 21, Nous le peuple, République souveraine. Alors, République souveraine, c'est une formation que je juge un peu intéressante, même si, alors ils sont pas anticapitalistes, mais il y a quand même un aspect souverainiste, souverainiste social chez eux que j'apprécie. C'est une liste d'un parti dirigé par George Kuzmanovic, qui a été le conseiller questions internationales de Mélenchon, qui est très calé sur ces questions d'ailleurs. Là, récemment, il y a Check News de Libé qui a tenté de leur balancer une boule puante. Enfin, il y a Check News de Libé qui a tenté de leur balancer une boule puante en faisant croire de façon putassière qu'ils auraient tenté de présenter des faux candidats générés par IA, ce qui est faux. En fait, l'article de Check News met en titre Nous le peuple a-t-elle présenté de faux candidats? C'est un article qui est réservé aux abonnés. Du coup, le contenu est en majorité caché par un paywall. Et derrière ce paywall, on nous explique que non, finalement, il n'y a pas de faux candidats, ce sont des vraies personnes qui sont anonymisées. L'anonymisation, c'est fréquemment utilisé par la petite liste, notamment pour les personnes en fond de liste, pour éviter d'avoir des représailles professionnelles, genre la boîte qui décide de te licencier sans préavis pour tes opinions.
Voilà, c'est une pratique légale. Sauf que, voilà, comme c'est derrière le paywall, seuls les quelques pélos qui sont abandonnés. Enfin, comme c'est derrière un paywall, comme c'est derrière un paywall, seuls les quelques pélos qui sont abonnés, ils vont pouvoir vérifier l'information et se rendre compte que non, il n'y a pas de faux candidats, c'est des vraies personnes. Mais ceux qui s'en seront limités au titre, ils vont croire que c'est peut-être le cas. Et tout ça pour une petite liste. Alors ouais, mais bon, Check News et aussi Décodex, on se rappelle qu'entre eux et le blog Les Crises d'Olivier Léberruyer, il y avait une grosse confrontation il y a plusieurs années où ils avaient calomnié Olivier Berruyer. Alors ouais, Check News et autres, ils ont un problème avec les souverainistes. Ça, c'est une boule puante assez mesquine, alors que c'est censé être des fact-checkers. Bon, c'est toute l'arnaque du fact-checking qui disent s'en limiter uniquement aux faits alors qu'ils sont bourrés de biais mais qui ne les reconnaissent pas. Bref. La liste nourrit le peuple alors que je juge quand même assez intéressante, même si, hélas, ils sont pas anticapitalistes. Ensuite, la liste du NPA-R, pour un monde sans frontières ni patron, urgence révolution. Alors je parle du NPA-R. NPA, donc pour Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaire. Pourquoi je précise ça? Parce qu'en fait, le NPA, bah, il y a 2 ans, ils ont scissionné. Il y a 3 NPA. Le NPA, l'anticapitaliste, donc avec Poutou, Besancenot, Poupard et les figures historiques. Il y avait aussi Krivine, mais il est décédé depuis. Il y a donc c'est la plateforme B au vote du Congrès. Le NPA plateforme A, donc qui est une plateforme qui était très minoritaire au Congrès, qui voulait défendre un peu l'idée originelle du parti lorsqu'il a été créé en 2008. Bon. Qui reste, dont les militants restent proches des militants de la plateforme B, même si pas forcément de la direction. Et ensuite, il y a le NPA plateforme C qui a pris le nom de NPA révolutionnaire. Et c'est lui qui se présente aux élections. Voilà, le NPA de Poutou et Besancenot ne se présente pas aux élections européennes. Le NPA qui se présente, c'est c'est la principale opposition. Le NPA-R, en fait, c'est un petit peu un groupement de plusieurs groupes trotskistes. C'est les trotskistes, en fait, qui étaient au NPA, qui s'opposaient à la direction et à sa politique de rapprochement avec la FI, et c'est eux qui se présentent aux élections. Voilà. C'est très compliqué de s'y retrouver dans la galaxie, enfin, c'est très compliqué de s'y retrouver dans la galaxie trotskiste avec toutes les scissions de tous les côtés, mais mais pour pas s'y perdre, il faut quand même faire l'effort de s'y intéresser un peu pour pas confondre. Voilà. Toutes les scissions qu'il y a chez les trotskistes, c'est compliqué, mais faut pas s'en mêler les pinceaux là-dedans. Donc, ceux qui se présentent, il n'y a pas de Poutou, il n'y a pas de Besancenot aux élections européennes, c'est le NPA-R. Alors, un peu comme pour Lutte ouvrière, je les trouve trop antinationaux. Du coup, je vais pas voter pour eux. Après, bon, ils sont communistes. Ensuite, alors, pour le pain, la paix, la liberté, présenté par le Parti des travailleurs. Parti des travailleurs, donc c'est le POID qui s'est renommé. POID, donc c'est une scission avec le POI. POI qui descend en fait des formations lambertistes dans laquelle Mélenchon a été durant sa jeunesse. Mélenchon, Jospin et trucs. Formation lambertiste qui avait fait de l'entrisme dans le PS. Donc le Parti des travailleurs s'en est un lointain descendant. Eux, alors bon, ils sont communistes, ils se réclament du trotskisme, ils sont un peu souverainistes aussi, mais ce qui me gêne un peu, c'est qu'à côté, ils avaient une pratique un peu trop conciliante avec les bureaux concernant le travail syndical. Bref. J'avais un temps compté voter pour eux, mais l'aspect pratique un peu opportuniste, ça me gêne un peu. Ensuite, la liste, l'Europe ça suffit, donc ça c'est les patriotes. Et il y a Génération Frexit avec eux. Alors, Génération Frexit,
C'est la fameuse liste concurrente qui à Asselineau, qui s'est présentée aux élections internes de l'UPR et qui a décidé de faire scission parce qu'Asselineau avait contourné la démocratie interne. Donc cette liste concurrente, eh bien, a formé Génération Frexit qui là s'est ralliée aux patriotes de Philippot pour les élections européennes. Ralliement alors. Pourtant, à l'UPR, ils avaient beaucoup critiqué Philippot parce que c'était un opportuniste. Aux élections européennes en 2019, comme il risquait de perdre son mandat, il avait proposé 300 000 euros, enfin, il avait proposé 300 000 euros à l'UPR en échange d'une place de député européen. Après avoir essayé de proposer 400 000 euros à Dupont-Aignan en échange d'une place. Bref, Philippot, c'est un opportuniste. Il avait beaucoup critiqué. Alors pourquoi ils font une liste commune avec lui pour les élections européennes? Ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de formations souverainistes qui sont en mesure de se présenter aux élections européennes. Et comme avec l'UPR, bah, ils sont brouillés, du coup, ils ont plus trop le choix d'avec qui se rallier, quoi. Du coup, ils doivent un peu choisir et c'est très dur. Ensuite, non, prenons-nous en main de rester libre. Alors, c'est une petite liste qui se réclame eurosceptique, mais assez conspi aussi. Euh, Bref, ça ne... Accusation d'abus de confiance et de harcèlement moral. Ouais, ça ne me dit rien que vague, mais bon, de toute manière, c'est pas communiste, c'est pas anticapitaliste. Allez. Forteresse Europe, liste d'unités nationalistes. Alors, j'ai regardé leur liste. Bon, comment dire? J'ai re-regardé leur programme, là. Là, je vais sur le site. Euh, Eux, ils veulent rétablir le droit du sang, alors. Et ils veulent des critères ethniques et religieux pour une politique de remigration. Alors, c'est clairement pas ce que je souhaite. Pour le coup, il y a un risque de dérive raciste. Moi, j'ai un problème avec les religions en général, et puis notamment avec l'islam en ce moment, mais faire une politique de remigration juste basée là-dessus, et surtout sur des bases ethniques, je trouve ça très dangereux. Puis parler de droit du sang, alors... ouais, donc le bourgeois qui, par son sang, va hériter de la nationalité, du coup, bah, il va l'avoir. C'est quoi ça? Alors, ils sont quand même des frexiteurs, sortis de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Donc pour le coup, ils sont un minimum nationalistes et refusent de s'engager en Ukraine, donc ce qui est logique. Séparer les banques de dépôt et d'investissement, c'est par rapport aux abus des banques d'affaires, mais promotion du retour à la terre. Euh, alors, autant par rapport à l'agriculture, par rapport au modèle du futur, il faudra peut-être un peu plus de monde, autant retour à la terre, comme ça, il y a un aspect très traditionnaliste réac dans la manière dont c'est dit. Mariage pour tous contre nature, bon, c'est toujours les vieilles marottes. Bon, après, il parle de renforcer les secteurs industriels, R&D dans le nucléaire, circuit court, respect de l'environnement. Ça, c'est intéressant, mais opposition au libre-échange, protectionnisme. Mais il parle pas de sortir du capitalisme. Il y a un peu comme une logique de retour à la politique planiste d'il y a quelques décennies, mais
sans vraiment tenir compte des limites du capitalisme. Bon, en même temps, ils sont pas communistes, c'est logique. Bref, alors ce qui me gêne vraiment, c'est remigration sur base surtout ethnique. Là, franchement, c'est pour le coup, c'est une dérive raciste, quoi. La remigration, d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le grand remplacement et la remigration bientôt, où je vais parler un petit peu des limites qu'il y a avec ça et de la façon dont ça doit être théorisé. Euh, Bref. La suite, alors, réveiller l'Europe, place publique et parti socialiste, donc la liste de Glucksmann. Bon, alors, Glucksmann, c'est quoi? C'est un Macron qui est un Macron bis qui essaie de se faire passer pour de gauche. Glucksmann, alors on sait qu'en Géorgie, il avait été conseiller de Saakashvili et de ses mesures néolibérales autoritaires, et là il essaie de se recycler depuis plusieurs années en homme de gauche. Alors que bon, sa liste, c'est un recyclage de vieux apparatchiks parigo-hollandistes. Ça serait une arnaque, quoi. C'est le vieux PS qui essaie de revenir avec une nouvelle tête d'affiche, mais aucune confiance à leur faire, quoi. Ce parti, il est censé être mort, il n'est pas censé revenir. Bon, après, les élections européennes, c'est un peu particulier. À mon avis, le PS n'arrivera pas à vraiment se repositionner sur les élections nationales. Puis après, bon, une partie de sa remontée, c'est enfin, une partie de sa remontée, c'est en piquant des voix à ELV et à En Marche. Donc bon, si le PS revient en siphonnant ELV et En Marche, c'est pas tellement grave. Mais bon, ELV, En Marche et le PS, non mais qu'ils finissent dans les poubelles de l'histoire, c'est tout ce que je leur souhaite. Non à l'UE et à l'OTAN, communistes pour la paix et le progrès social. Donc c'est d'autres communistes un peu souverainistes, alors pour lesquels je compte peut-être voter. Ça se joue entre eux et le PRC, quoi. Parce que communiste et souverainiste, même si après je suis pas 100% d'accord, j'y reviendrai sur la fin. Bref. Alliance rurale, résistons de la salle. Alors la salle, j'ai regardé, j'ai Euh, qu'est-ce que je fous? Alors là, j'étais en train de vérifier le programme sur Internet en oubliant que j'avais les professions de foi avec moi et que je vais du coup m'empresser de regarder. Alors, Jean Lassalle, ah, je l'ai, je la tiens. Euh, Son programme, alors bah, il veut plus sortir de l'UE, du coup je vois pas trop ce que ça va donner. Reconnaissance par la loi du délit d'agribashing au niveau européen. Alors c'est quoi l'agribashing exactement? Si c'est un truc qui est récupéré par les grosses entreprises agricoles multinationales exportatrices, ça risque d'être glissant. Normes égales sur la production de nos produits au sein de l'UE, mais il y a trop de divergences pour que ce soit réalisable. Fin du statut d'espèce protégée pour le loup et autodéfense avec tir létaux. Alors pour le loup, je m'y connais pas assez. Je sais que le loup, d'un côté, c'est une espèce qui joue un rôle dans la régulation de certaines autres espèces, parce que c'est un prédateur, mais ça pose aussi des problèmes aux élevages ovins, donc aux élevages de moutons dans les Alpes. Et c'est pour ça qu'il y a cette controverse sur le loup. Il veut suspendre immédiatement la directive protection animale.
Euh, j'ai l'impression qu'il est un peu sponsor par des grosses entreprises d'élevage avec ça. Il veut Institut de sauvegarde des langues régionales. Alors tout ce qui promeut un peu le régionalisme, je m'en méfie. Forêt. Tout propriétaire forestier doit pouvoir jouir de son bien économiquement et socialement sans entrave. Alors ça c'est super dangereux parce que ça pourrait favoriser des déforestations. Le type, j'ai vraiment l'impression qu'il est sponsor par des grosses boîtes qui officient dans les campagnes. Ouais, la salle, j'ai l'impression que son programme a changé sur certains points et ça me dit rien qui va. La ruche citoyenne, alors ça c'est un mini parti écolo. J'avais regardé le programme, alors bon, c'était pas très complet. Bof. Gauche unie pour le monde du travail soutenu par Fabien Roussel. Donc la liste avec Léon Desfontaines. Alors Léon Desfontaines, alors c'était assez drôle de le voir moucher Bardella, mais à côté, la liste du PCF, c'est en fait c'est une liste SOCDEM quoi. Ils ont plus rien de franchement communiste. C'est des SOCDEM, alors c'est pas ce qu'il y a de pire. Il y en a qui accusent le PCF d'être d'extrême droite, d'être raciste, suprémaciste blanc ou je ne sais quoi. Bon, tout ça c'est faux. C'est faux, c'est des accusations grotesques et mensongères, mais c'est des SOCDEM opportunistes. Et ça reste un problème. Qui sont même pas anticapitalistes, qui sont plus révolutionnaires, qui sont plus communistes. Je vais pas voter pour eux du coup. Écologie au centre. Alors écologie au centre, c'est une formation écologiste qui est plus intéressante que LV parce que ils sont pro-nucléaire, ils acceptent le nucléaire, mais à côté ils restent européistes. Il y a, ils sont un peu régionalistes. Bon, l'aspect régionalisme, alors j'ai fait une vidéo sur le régionalisme en métropole, je vais pas y revenir. Euh, Eux, ils veulent investir dans les agrocarburants de troisième génération à base d'algues, de déchets verts, plutôt que de tout miser sur la voiture électrique. Alors, les agrocarburants de troisième génération, c'est les microalgues. Je précise, actuellement, ce n'est pas au point. J'ai réfléchi un tout petit peu dessus. J'ai fait un petit article à ce sujet pour une assoce locale, euh, qui est toujours en cours, article qui est toujours en cours d'examen. Euh, les biocarburants à base de microalgues, ce n'est pas au point actuellement. C'est loin d'être au point. Il y a eu des recherches qui ont été effectuées. Euh, Actuellement, c'est pas bon. Bref. J'oubliais. La liste défendre les enfants. Droits des parents, protection de l'enfance. Euh, c'est quoi cette liste? Euh, Défendre les enfants. Alors, la liste sur la protection des droits de l'enfant et des droits parentaux. Alors, c'est un peu comme le parti animaliste. C'est une liste à thématique spécifique. Alors, les limites des thématiques spécifiques, mais l'intérêt que ça soit présenté, je, j'en ai parlé. Bon, j'ai pas le temps de regarder les programmes et de toute manière, on va terminer les listes. La liste démocratie représentative de Adama Traoré. Alors,
À la lecture du nom de la tête de liste, j'ai rigolé parce que alors c'est Adama avec un H. Donc ça peut pas être le Adama Traoré qui est décédé vu qu'il est mort, c'en est un autre, un quasi homonyme, alors c'est très drôle. Bon, c'est un peu un truc un peu communautariste, quartieriste, etc., tout en étant conservateur, qui dénonce le lobby LGBT, du coup c'est gênant. Puis bon, c'est pas franchement communiste, donc voilà, je vais pas soutenir. Espéranto, langue commune, c'est une liste basée sur l'espéranto. Alors bon, c'est européiste, du coup ça n'a pas grand intérêt. Cette fixette sur l'espéranto, c'est un délire de niche. Liberté démocratique française, c'est une liste un peu démocratie directe souverainiste. Assez intéressant, mais il n'y a pas d'aspect radicalement anticapitaliste qui fait que c'est un peu une limite. Et en fait, je n'ai pas fini parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié deux listes. Il y a déjà Europe Territoire Écologie, une liste avec le parti radical de gauche et plusieurs partis de centre-gauche. Alors, j'ai 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 le programme alors normalement. Il faut que je le retrouve. Je sais que je l'ai. Je l'ai reçu, il est quelque part là. Ah, je l'ai trouvé. La fureur des extrémistes. Il dénonce la fureur des extrémistes. Une Europe qui protège, plus démocratique, écologique. Alors bon, c'est avec des européistes. C'est c'est des européistes, donc c'est une farce. Harmoniser un impôt au sein de l'UE. Quelle farce. Ils veulent un Sénat européen avec des représentants des régions, alors c'est un peu des régionalistes à côté, hein, donc non. Inscrire les services publics essentiels comme une exception politique inaliénable, sauf que les traités européens s'appriment sur le droit national. Ouais, ils veulent un opt-out, mais l'opt-out c'est limité à certains trucs particuliers. Or, le projet de jeu en tant que tel pose problème en tant que tel. Bon, toujours la même limite. Et enfin, la liste France Libre, avec Lalanne et Dieudonné. Alors bon, cette liste, c'est une arnaque, hein, de façon évidente. Lalanne, complotiste raté. Dieudonné, bon, antisémite conspiratoire, qui a fait un baiser de la mort à Jean-Luc Mélenchon dans son clip de campagne. Bah, cette liste, c'est des clowns. Mais eux encore, ils sont identifiés, du coup, ils feront probablement un score ridicule, puis ils tomberont dans les poubelles de l'histoire. Bon, alors moi, j'hésite entre voter pour le Parti révolutionnaire communiste et l'Association nationale des communistes. J'hésite un peu entre les deux, mais à côté, je suis pas pleinement satisfait parce que moi, je suis un rouge-brun, je suis un national communiste autogestionnaire. Il n'y a pas de liste nationale communiste autogestionnaire. Bon, c'est un peu logique, parce que le national-communisme autogestionnaire, j'en en ai vu aucune mention. Il y a des micro-formations qui se réclamaient national-communistes, mais j'en ai vu aucune se réclamer du national-communisme autogestionnaire. Parce que souvent, le national-communisme, c'est un hybride entre du nationalisme et un peu de marxisme-léninisme. Sauf que moi, j'hybride pas ça avec le marxisme-léninisme. En fait, le national-communisme autogestionnaire, il y a donc du nationalisme,
hybridé avec du trotskisme, du conseillisme, un petit peu de verre critique et de communisation. Euh, voilà. Vous allez me dire, hybride entre nationalisme et trotskisme, c'est déjà bizarre, mais alors avec le conseillisme, parce que voilà, je m'étais un petit peu inspiré de certains trucs conseillistes sur la démocratie, etc., sur les conseils, etc., conseils prolétariens. Je, J'admets que ça puisse paraître bizarre de tenter d'hybrider le nationalisme avec des courants du communisme particulièrement antinationaux, parce que les conseillistes, ils s'opposent fondamentalement aux États-nations. C'est un petit peu bizarre de faire l'hybridation avec ça, mais c'est pour les aspects démocratiques que je fais ça. Bref. En tant que rouge-brun, du coup, je suis très embêté à chaque fois pour voter aux européennes. Cette vidéo, bon, finalement, ça fait plus d'une heure. Ça s'est éternisé, ça va sortir le lendemain, le jour des élections. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai passé rapidement en revue toutes les listes. J'hésite entre deux listes, voilà. Parce que moi, ces conneries de vote utile, je suis pas ce genre de discours. À mes yeux, le vote, ça doit d'abord être au plus proche des convictions. S'il n'y a rien qui nous convient, on vote blanc ou on s'abstient. S'il y a une liste qui nous convient à peu près, mais que c'est une micro-liste, eh bien qu'importe. Parce que voilà, ces histoires de voter utile en priorité pour les grosses listes, il y a un aspect un peu prophétie autoréalisatrice. On voit que dans les sondages, le score est bon, du coup on vote pour eux plutôt que pour une petite liste qui nous aurait mieux convenu. Et résultat, c'est à peu près toujours les mêmes partis qui sont au pouvoir, qui ont les postes ou qui ont de l'influence, qui sont dans l'opposition principale. Notons le rôle des sondages là-dedans dans cet effet autoréalisateur. Après voilà, le problème c'est pas tellement lié au sondage en tant que tel, c'est plutôt lié à la méthode de scrutin. Scrutin uninominal. On peut choisir qu'une seule voix. S'il y avait un scrutin par jugement majoritaire, voire même asymétriquement pondéré, ça c'est quelque chose qu'il y a dans mes articles, c'est une variante du scrutin à jugement majoritaire, on pourrait noter chacun toutes les listes. Et du coup, ça ferait disparaître ces conneries de vote utiles, et il pourrait toujours y avoir des sondages. Avec un mode de scrutin différent, bon bah, les sondages n'auraient plus cet aspect de prophétie autoréalisatrice et de vote utile. Ils sont chiants. Ouais. Moi, au fur et à mesure de ma politisation, ces conneries de vote utile, j'ai cessé de défendre ça. En 2017, en 2017, vu que je votais UPR, j'étais déjà opposé au principe de vote utile, notamment au premier tour. Au second, dans certains cas, ça peut s'entendre, mais aujourd'hui, moi, s'il y a des Macron-Le Pen, je vote blanc, hein. S'il y avait un Mélenchon-Le Pen, alors je pense que je voterais blanc aussi, parce que un Mélenchon au pouvoir, on risque d'avoir une Tsipras ou pire, tandis que le RN c'est une farce, vous le savez. Bref, alors ça dure 1 heure et quart, je pense que c'est assez long comme ça, j'ai beaucoup divagué. Euh, ouais. Donc mon vote ce sera entre le Parti révolutionnaire communiste et l'Association nationale des communistes. J'ai imprimé leur bulletin, j'ai imprimé leur bulletin de vote parce que c'est des micro-listes, du coup ce sera que sur internet. Bref. Euh, je pense que j'ai un peu tout dit, hein, on va pas aller plus loin. Bon, bah, du coup, bah, on atteint les 1 heure et quart. Du coup, bah, on va s'arrêter là. Au revoir.